74 000 passages en moins d'un mois. La frontière de Galguli se met à compter. Hier, on parlait d'un entre-deux sans registre. Aujourd'hui, chaque moto, chaque charrette, chaque famille laisse une trace exploitable, là où l'État n'était qu'une rumeur portée par la radio et la poussière. Pour les habitants, la promesse est simple. Une frontière fiable, utile, continue, accessible au quotidien. Mais la pression des groupes armés et l'usure des financements rôdent. Et pour Ibrahim Traoré, ce flux massif devient-il une preuve de souveraineté appliquée ou un test qui n'attend qu'une nuit pour vaciller? La promesse affichée à Galguli ne repose pas sur un slogan, mais sur une mécanique précise. Rendre la frontière visible, prévisible et utile, jour après jour, à travers des gestes administratifs simples et répétés. Le bénéfice est formulé sans emphase, en 10 mots. Frontière fiable, utile, continue, accessible au quotidien pour tous. Cette clarté attire l'adhésion locale car elle répond à une attente ancienne. Savoir quand l'État est là, comment il agit et ce qu'il garantit concrètement. Mais cette promesse ouvre immédiatement un champ de risque. Le premier est financier. Panneaux solaires, scanners biométriques et transmission de données exigent une maintenance constante sans laquelle la continuité se brise. Le second est sécuritaire. La pression persistante des groupes armés transforme chaque journée, sans incident, en victoire silencieuse mais jamais acquise. Le troisième est régional. L'équilibre dépend aussi des frontières voisines, des coopérations effectives et des tensions géopolitiques latentes. L'enjeu dépasse donc Galguli. Si le poste tient, il peut devenir un standard reproductible à l'échelle nationale, incarnant la vision d'Ibrahim Traoré d'une souveraineté mesurée par les faits. S'il échoue, il rejoindra la liste des infrastructures sahéliennes promises, puis oubliées. En moins d'un mois, plus de 74 000 passages sont enregistrés à Galguli, un volume qui surprend même les observateurs les plus prudents. Ce chiffre, brut et massif, révèle une densité de mobilité quotidienne longtemps invisible, faute d'outils capables de les mesurer de façon continue et fiable. Avant juillet 2023, la zone frontalière relevait d'un entre-deux incertain. Les registres papier s'envolaient au vent, les patrouilles improvisaient leur contrôle, et l'autorité publique apparaissait par intermittence, sans continuité ni mémoire. La frontière n'avait ni contour stable ni fonction reconnue. Elle formait un vide exploité par les trafiquants, les migrants de passage et les groupes armés, pendant que les habitants vivaient dans une routine d'abandon. Chaque déplacement impliquait un calcul implicite du risque, et l'État restait une notion abstraite, évoquée plus souvent à la radio que sur le terrain. L'ouverture du poste, le 15 juillet 2023, agit alors comme une rupture méthodique. Panneaux solaires pour l'énergie et l'eau, scanner biométrique pour l'identification, transmission directe des données vers Ouagadougou, la frontière devient un dispositif technique continu. Cette continuité transforme immédiatement les comportements. Les passages cessent d'être furtifs, les horaires se stabilisent et la simple possibilité d'être enregistré modifie la perception du lieu. Ce basculement rejoint l'idée que Ibrahim Traoré répète dans ses prises de parole. La sécurité ne se décrète pas, elle se construit dans la répétition de gestes ordinaires. À Galgouli, la technologie n'est pas une vitrine, mais un instrument qui rend visible des réalités jusque-là dissimulées. Le mini-révélateur n'est donc pas seulement le chiffre des passages, mais ce qu'il dévoile. Une vie frontalière active, structurée, prête à se conformer dès lors que l'État devient lisible. Ainsi, la frontière cesse d'être un angle mort. Elle devient un espace mesuré, observé et désormais discuté comme un enjeu central de souveraineté appliquée. À Galguli, la transformation ne se lit pas d'abord dans les tableaux de données, mais dans des visages et des routines nouvelles. Parmi eux, Bernardette Cambiré, vendeuse de fruits et mère de 4 enfants, devient un repère discret de cette mutation. Son témoignage, sans emphase, condense des années d'absence institutionnelle lorsqu'elle rappelle qu'autrefois, l'État n'existait qu'à la radio. Aujourd'hui, son étal s'installe à quelques mètres du forage alimenté par les panneaux solaires du poste, et cette proximité change tout. L'effet est d'abord psychologique. L'uniforme, longtemps associé à l'arbitraire ou à la peur, devient prévisible et rassurant. La présence cesse d'être sporadique pour s'inscrire dans des horaires connus, des gestes répétés, des salutations ordinaires. Les enfants jouent près des installations solaires.
là où la poussière dominait, et les gardes deviennent des silhouettes familières plutôt que lointaines. Autour de Bernardette, d'autres signes apparaissent rapidement. Les marchés s'organisent à des heures plus régulières, les trajets se planifient avec moins d'angoisse, et les habitants s'approprient un espace qui n'était auparavant qu'un lieu de passage incertain. Un ancien officier, désormais animateur radio local, résume cette bascule en une phrase courte. Quand on sert, on est enfin vu. Ce glissement précoce révèle un point essentiel. Une infrastructure ne modifie pas seulement un paysage, elle change la manière de l'habiter. À travers ces gestes ventrales simples, la vision d'Ibrahim Traoré d'une souveraineté vécue commence à prendre forme, non par le discours, mais par la routine. En somme, la confiance renaît lorsque la présence devient prévisible. Tout commence le 15 juillet 2023, sous un soleil qui écrase tout repère temporel. Quelques soldats alignent les barrières. Des techniciens testent les panneaux solaires. Les habitants observent à distance sans s'approcher. À ce moment précis, rien n'annonce un tournant. Puis un son métallique rompt l'immobilité. Le premier clic des scanners biométriques. Ce bruit sec marque la fin d'une époque où les registres froissés faisaient office d'archives volatiles. En quelques heures, le papier devient obsolète. En quelques jours, les habitudes changent. Là où l'on passait autrefois sans laisser de traces, on présente désormais un document, on s'identifie, on accepte d'être compté. Le simple fait d'être vu devient une nouveauté administrative qui restructure les gestes quotidiens. Les fils se forment, les horaires se fixent, la frontière cesse d'être un espace flou pour devenir un mécanisme lisible. Le flux suit rapidement. Des motos franchissent la ligne, des transporteurs tirent leurs charrettes, des commerçants reviennent, des familles traversent avec une régularité inattendue. L'OIM commence à comptabiliser des volumes que personne n'avait anticipés. Chaque passage produit une donnée. Chaque donnée renforce la présence de l'État. Les habitants comprennent que le poste n'observe pas seulement, il organise, filtre et structure. Puis vient la tension. Dans le nord, des rumeurs circulent. Certains groupes armés affirment que le poste n'est qu'une façade technologique importée, promise à l'effondrement. À Galgouli, la peur revient par vagues. On murmure que les panneaux solaires seront sabotés, que les scanners seront détruits, que l'infrastructure ne tiendra pas. À Ouagadougou, l'inquiétude remonte jusqu'au cercle de décision. Ibrahim Traoré convoque alors un conseil de sécurité d'urgence. L'instruction est concise. Tenir la ligne, renforcer les patrouilles, coordonner avec le Ghana. Pour la première fois, une infrastructure civile appelle une réponse militaire directe, et non l'inverse. Le message officiel est clair, le Burkina Faso assume ses frontières. Les nuits suivantes deviennent des tests silencieux. Les câbles solaires brillent comme une provocation. Les observateurs hostiles évaluent, s'approchent, sans s'exposer. Mais la brèche attendue ne s'ouvre pas. Chaque matin, le poste rouvre, les scanners fonctionnent, les fils reprennent leur forme ordonnée. Cette tenue obstinée devient le cœur du récit. La frontière ne cède pas. Elle résiste parce qu'elle est tenue jour après jour sans interruption visible. Chaque journée sans incident s'ajoute à la précédente comme une preuve accumulée. Et dans cette accumulation silencieuse, la vision défendue par Ibrahim Traoré commence à quitter le registre symbolique pour entrer dans celui de la pratique mesurable. Le point de départ est net. Avant juillet 2023, Galguli ne disposait d'aucun système connecté, d'aucun registre fiable et d'aucune donnée continue permettant de décrire les flux réels de la frontière. Autrement dit, la situation initiale se résumait à un vide administratif, des passages estimés à l'œil, des incidents signalés de manière fragmentaire et une économie locale largement informelle, sans mesure consolidée. La première rupture chiffrée concerne les mobilités. En moins d'un mois, plus de 75 000 mouvements sont enregistrés par l'OIM au poste de Galguli. Ce volume massif révèle une densité de vie quotidienne longtemps ignorée, non parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'aucun outil ne permettait de la capter. Chaque passage devient une donnée exploitable, transformant des rumeurs diffuses en faits observables et comparables dans le temps. Le second indicateur touche à la sécurité. Dans l'intervalle suivant l'ouverture du poste, les autorités observent une baisse de 37% des incidents frontaliers signalés dans la zone sud-ouest. Cette diminution
ne traduit pas une disparition des menaces, mais un effet dissuasif lié à la visibilité constante et à la prévisibilité des contrôles. Les groupes armés et les trafiquants privilégient alors des itinéraires moins exposés, confirmant qu'une frontière lisible est plus difficile à manipuler qu'une ligne floue. Le troisième indicateur concerne l'économie locale. Autour du poste émergent, plus de 200 emplois directs et indirects, liés au transport, à la restauration, à la maintenance ou au petit commerce. À l'échelle nationale, ce chiffre reste modeste. Localement, il modifie pourtant les trajectoires familiales. Il stabilise des ménages autrefois contraints à la mobilité forcée et crée une microéconomie fondée sur la régularité des flux et l'accès continu à l'eau et à l'électricité. Pris ensemble, ces trois écarts dessinent une cohérence. Quand l'État devient prévisible, les comportements collectifs changent. Les habitants adoptent plus facilement les routines administratives lorsqu'elles produisent des résultats visibles. Les commerçants planifient leur trajet parce qu'ils connaissent la disponibilité du service. Les agents travaillent sur la base de données plutôt que d'intuition fragile. Cette logique rejoint directement la ligne défendue par Ibrahim Traoré. La souveraineté, ici, ne se proclame pas. Elle se mesure, s'accumule et se vérifie dans la continuité. À Galgouli, la frontière passe d'un espace subi à un mécanisme structurant, précisément parce que la donnée remplace l'arbitraire. Deux lectures cohérentes s'affrontent autour de Galgouli, chacune portée par des arguments solides et des inquiétudes légitimes. La première voit dans le poste une avancée maîtrisée. Elle décrit un État capable de moderniser l'une de ses marges grâce à ses propres agents, ses procédures nationales et une présence quotidienne assumée. Dans cette lecture, les données restent au Burkina Faso, les uniformes sont burkinabés et le fonctionnement ne dépend d'aucune supervision étrangère visible. La frontière devient alors un instrument concret de souveraineté appliquée, aligné avec l'orientation défendue par Ibrahim Traoré, reconstruire les bords avant de consolider le centre. La seconde lecture, tout aussi structurée, met en garde contre une dépendance masquée. Elle rappelle que le financement initial provient de partenaires internationaux et d'organisations comme le OIM, sans lesquelles les scanners biométriques et l'infrastructure solaire n'auraient pas vu le jour. Pour ces critiques, la modernité observée pourrait n'être qu'une façade technique, vulnérable à une forme subtile de tutelle si les soutiens extérieurs se retiraient. Il redoute un scénario où la continuité dépendrait davantage des bailleurs que des capacités internes, transformant le poste en laboratoire plus qu'en modèle durable. La réponse ne se situe pas dans le discours, mais dans les faits observables. Les normes éthiques de gestion des données sont certifiées, les agents locaux sont formés à leur protection, et aucun superviseur étranger n'opère la structure au quotidien. Surtout, les effets mesurés persistent. Baisse des incidents, flux enregistrés, emplois créés, et maintien sans interruption du service. Ces éléments suggèrent que l'aide existe, mais qu'elle s'inscrit dans un cadre où la maîtrise opérationnelle demeure nationale. Ainsi, l'analyse la plus exigeante n'arbitre pas, elle éclaire. Les deux lectures coexistent, mais un critère les départage progressivement, la durée. Si la frontière tient dans le temps, la question de la dépendance perd de sa force. Si elle cède, les critiques retrouvent toute leur légitimité. Galgouli reste donc un test ouvert, observé autant pour ce qu'il produit que pour ce qu'il prouve. Cette phrase, courte et presque sèche, résume le basculement du milieu de parcours. Malgré les rumeurs persistantes, les tentatives d'intimidation et les spéculations relayées jusqu'à Ouagadougou, le poste de Galguli n'a jamais fermé une seule journée depuis son ouverture. Chaque matin, les scanners s'allument, les patrouilles reprennent leur rythme et les câbles solaires brillent avec une régularité devenue presque banale. Cette banalité est précisément le révélateur. Ce qui était perçu comme fragile devient routinier. La révélation n'est donc pas spectaculaire, mais structurelle. La stabilité ne vient ni d'une démonstration de force, ni d'un événement exceptionnel, mais de l'absence d'interruption. Dans un contexte sahélien marqué par les ruptures, cette continuité obstinée modifie la lecture régionale. Le Ghana y voit un outil de coordination contre les trafics transfrontaliers. La Côte d'Ivoire observe un dispositif susceptible de réorganiser certains flux commerciaux. Plus au nord, des responsables maliens et nigériens évoquent déjà un modèle africain de souveraineté fonctionnelle. Pour Ibrahim Traoré, cette endurance agit comme une validation intermédiaire.
Si un avant-poste tient face aux premières secousses, alors une doctrine nationale devient envisageable. À mi-parcours, une évidence s'impose. La preuve n'est plus à venir. Elle s'accumule déjà, jour après jour, dans le silence d'un service qui fonctionne. Les effets de Galguli deviennent tangibles lorsqu'on les observe à travers les groupes directement concernés, chacun lisant la transformation selon ses priorités et ses contraintes. Pour les autorités nationales, le poste agit comme un multiplicateur de capacités. Les données transmises régulièrement vers Ouagadougou permettent une cartographie plus fine des mobilités humaines, réduisant la part d'arbitraire dans la prise de décision. La baisse mesurée des incidents renforce la crédibilité institutionnelle dans une région longtemps marquée par la défiance. Chaque journée sans rupture devient un argument politique silencieux en faveur d'une souveraineté appliquée, telle que la défend Ibrahim Traoré. Du côté des forces de sécurité, la conséquence est opérationnelle. Les patrouilles ne travaillent plus sur la base d'intuitions fragiles, mais à partir de signaux concrets, issus des flux enregistrés. La coordination avec le Ghana gagne en lisibilité, car les échanges reposent sur des informations partagées et vérifiables. Cette prévisibilité réduit les risques d'erreur et déplace la pression vers les groupes armés, contraints d'adapter leurs itinéraires. La frontière cesse d'être une zone grise pour devenir une armature cohérente autour de laquelle l'action se structure. Pour les habitants, l'impact est plus intime. L'accès continu à l'eau potable et à l'électricité modifie les routines domestiques et libère du temps pour d'autres activités. Les femmes commerçantes s'installent plus près du poste, attirées par la stabilité et la présence visible des gardes. Les enfants jouent autour des installations solaires, signe discret mais puissant du retrait de la peur. Cette normalisation progressive transforme la frontière en lieu fréquenté plutôt qu'en espace évité. Les acteurs économiques locaux lisent enfin Galgouli comme une opportunité. Les transporteurs reviennent, rassurés par la régularité des flux. Des stands de restauration ouvrent à heure fixe. Des services de réparation trouvent une clientèle stable. La microéconomie, née des plus de 200 emplois directs et indirects, ne repose pas sur un boom ponctuel, mais sur la répétition quotidienne des passages. La valeur produite réside moins dans le chiffre brut que dans la possibilité de planifier. À l'échelle régionale, ces conséquences s'additionnent. Accra perçoit un rempart contre certains trafics. Abidjan observe un dispositif susceptible de réorganiser des routes commerciales. Bamako et Niamey y voient un test de souveraineté fonctionnelle transposable. Cette convergence transforme Galguli en référence, non par sa taille, mais par sa constance. Au final, lorsque la frontière devient un service fiable, chaque groupe ajuste ses comportements. Et dans ces ajustements cumulés se dessine la matérialisation progressive de la vision portée par Ibrahim Traoré. Le premier scénario, dit de continuité, repose sur une hypothèse simple. Rien ne se brise. Le poste de Galguli poursuit son fonctionnement quotidien sans interruption notable. Les patrouilles conjointes Burkina Faso-Ghana se stabilisent, la maintenance solaire reste régulière et les données biométriques continuent d'alimenter les services centraux. Dans cette trajectoire, l'État avance prudemment, privilégiant la preuve à l'annonce. Un nouveau poste est étudié seulement après validation complète du précédent. La souveraineté progresse alors par accumulation de routines, conformément à l'approche défendue par Ibrahim Traoré. Le second scénario, plus favorable, suppose un effet d'entraînement. La réussite visible de Galguli incite d'autres zones frontalières à adopter le même modèle technique et organisationnel. Le Mali, le Niger ou la Guinée observent l'expérience et envisagent des adaptations locales. Les partenaires internationaux ajustent leur coopération, passant d'une logique prescriptive à un soutien centré sur la montée en compétences nationales. Dans ce cas, le Burkina Faso cesse d'être uniquement bénéficiaire d'aide. Il devient exportateur de méthodes. La frontière marginale se transforme alors en vitrine régionale d'une souveraineté fonctionnelle. Le troisième scénario, vulnérable, repose sur un choc. Une attaque ciblée contre les panneaux solaires ou les systèmes biométriques interrompt la continuité qui fonde la confiance actuelle. Une seule nuit de rupture suffirait à relancer les rumeurs, à fragiliser le moral local et à ralentir l'activité économique naissante. Le risque n'est pas seulement matériel, mais symbolique. La croyance dans la capacité de l'État à tenir ses marges se fissure rapidement. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils convergent vers une même leçon. La variable décisive n'est ni la technologie ni le discours, mais la constance du service.
Si la routine tient, le modèle gagne en crédibilité. Si elle cède, les doutes reprennent le dessus. La recommandation de fond est donc claire, observez moins les annonces et davantage les interruptions. C'est dans ce différentiel que se jouera, pour Ibrahim Traoré, la transformation durable d'un prototype en politique publique. L'expérience de Galguli ne résonne pas de la même manière selon les publics qui l'observent, et vraiment de minutes, chacun y projetant ses attentes et ses préoccupations propres. Pour les habitants des zones marginalisées, le message est immédiat et concret. Ce qui compte n'est ni la biométrie ni la coopération régionale, mais la constance. Un poste qui ouvre chaque matin, de l'eau qui coule, de l'électricité disponible et des trajets devenus prévisibles. Cette continuité réduit l'angoisse quotidienne et permet de rester plutôt que de partir. La stabilité n'est pas perçue comme un concept politique, mais comme un soulagement discret. Pour les acteurs économiques et sociaux, Galguli devient un cas d'école pragmatique. Ils observent comment une infrastructure minimale mais fiable peut structurer des horaires, attirer des transporteurs et stabiliser des marchés autrefois fragmentés. L'intérêt ne porte pas sur la taille du dispositif, mais sur son effet multiplicateur. Lorsque les flux sont réguliers et les services assurés, l'investissement, même modeste, redevient envisageable. Dans cette lecture, la frontière cesse d'être un frein et se transforme en socle d'organisation locale. Pour un public extérieur, souvent éloigné des réalités sahéliennes, Galguli agit comme un révélateur. Il bouscule l'idée selon laquelle la modernisation des marges africaines ne pourrait venir que d'une tutelle directe. L'association d'une coopération technique et d'une maîtrise nationale interroge les cadres habituels de l'aide internationale. Elle invite à reconsidérer la façon dont les périphéries sont pensées dans le débat global. Ces trois regards convergent vers une même attente: la durée. Si la constance se maintient, la lecture positive s'impose progressivement. Si elle faiblit, la confiance se dissipe. Dans cette équation, la vision d'Ibrahim Traoré se joue moins dans les discours que dans la capacité à maintenir, jour après jour, une présence prévisible. Pour que Galguli passe durablement du statut de prototype à celui de politique publique, une feuille de route précise s'impose, centrée non sur l'annonce, mais sur la continuité mesurable. La première étape concerne la maintenance locale continue. Chaque mois, les équipes techniques doivent contrôler panneaux solaires, scanners biométriques et forages. L'indicateur est simple et binaire: zéro interruption non planifiée. Une présence qui ne faiblit jamais devient en elle-même un argument de souveraineté. La deuxième étape porte sur la coordination Burkina Faso-Ghana. Les patrouilles conjointes doivent fonctionner selon un calendrier partagé, appuyé par des rapports bimensuels sur les flux sensibles. La mesure du succès repose sur la réduction durable des incidents et sur la capacité à anticiper les mouvements, plutôt qu'à réagir dans l'urgence. La troisième étape vise la duplication progressive du modèle. L'extension vers d'autres points frontaliers doit suivre une méthode identique: énergie solaire, formation locale, transmission numérique directe vers Ouagadougou. Le rythme recommandé reste prudent. Un nouveau poste opérationnel seulement après validation complète du précédent. La quatrième étape concerne la transparence et l'audit. Un rapport trimestriel publié avec l'appui de partenaires techniques doit garantir la protection des données et la tolérance zéro pour les abus. La confiance publique dépend de cette visibilité régulière. Enfin, la cinquième étape repose sur le suivi communautaire. Un comité local mesure l'accès à l'eau, la perception de sécurité et la fréquentation du marché. Si les habitants considèrent le poste comme un espace qui leur appartient, la stabilité devient auto-entretenue. Cette approche pragmatique incarne la ligne défendue par Ibrahim Traoré, une souveraineté qui se vérifie par les faits et se consolide par la répétition. En fin d'après-midi, lorsque Bernadette Cambiré referme son étal, un bourdonnement léger traverse encore l'air. Ce son discret, produit par les panneaux solaires du poste, est devenu une présence familière, presque rassurante. Il était déjà là lors des premiers jours, mais il n'avait alors aucune promesse. Aujourd'hui, il accompagne une routine qui tient. L'eau coule sans interruption, le marché ouvre à heure fixe, et les gardes s'allument d'un geste devenu ordinaire. Dans cette scène sans emphase, la transformation apparaît plus clairement que dans n'importe quel rapport. L'État n'est plus une abstraction lointaine, évoquée à la radio ou dans les discours. Il est là, incarné dans des gestes répétés, dans une continuité que chacun peut vérifier par lui-même. Les enfants jouent autour des câbles étincelants, non parce qu'ils comprennent la souveraineté, mais parce qu'ils sentent que la peur a reculé. Cette normalité retrouvée reflète la vision portée par Ibrahim Traoré depuis le début.
Une souveraineté qui ne s'impose pas par des symboles spectaculaires, mais par la stabilité des usages quotidiens. Bernadette n'en fait pas une théorie. Elle en fait une expérience vécue jour après jour. Et dans cette répétition silencieuse, une conviction s'installe. Ce qui dure finit par compter. Au-delà des chiffres, des scénarios et des débats sur la souveraineté, Galgouli pose une question plus large. Comment regardons-nous les marges de nos sociétés? Comme des lisières lointaines, condamnées à l'instabilité, ou comme des fondations discrètes capables de soutenir l'ensemble lorsqu'elles deviennent prévisibles? L'expérience de ce poste frontalier invite à un déplacement du regard. Elle montre que la stabilité n'est pas toujours le fruit d'un événement spectaculaire, mais souvent celui d'une routine qui tient, une frontière qui ouvre chaque matin, un service qui fonctionne sans interruption, des gestes ordinaires qui remplacent progressivement l'incertitude. Dans ce récit, la vision défendue par Ibrahim Traoré ne s'impose pas par la force des mots, mais par la constance des faits observables. Elle rappelle que la souveraineté peut être pensée comme un bien commun, produit et entretenu collectivement, plutôt que comme un slogan figé. Si cette histoire vous interpelle, la suite dépend aussi de vous. Partagez, commentez ou questionner ces dynamiques locales permet de prolonger la circulation des récits souvent absents du débat global. Les transformations silencieuses ne gagnent en force que lorsqu'elles sont regardées, discutées et mises en perspective.